Aujourd'hui, au Radio-Journal. Après 16 mois de négociations avec Québec, il faut que ça bouge, il faut que nos conditions de travail changent. Je pense que le gouvernement ne nous entend pas. Les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé font entendre leur mécontentement. Tout le monde sait quel va être le résultat. Des Russes au Canada appellent au vote, malgré une présidentielle gagnée d'avance. Je dois amplifier les voix de personnes qui sont en Russie. Et série de déboires pour Boeing, des craintes ravivées chez les voyageurs, mais à qui la faute? Moi, je dirais que 95% des problèmes sont vraiment des problèmes posés par l'entretien. Bonjour, ici Nathalie Babin-Gagnon. Les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé ont manifesté devant l'Assemblée nationale pour mettre de la pression sur le gouvernement Legault. La FIC, qui représente la majorité des infirmières de la province, est toujours sans contrat de travail et dénonce la lenteur des négociations avec Québec. Philippe Lheureux a préparé ce qui suit. Ils étaient quelques milliers de syndiqués de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec en compagnie de leur présidente Julie Bouchard à rappeler leurs demandes. Un engagement pour débuter les travaux pour des ratios professionnels patients qui vont venir créer l'attraction, la rétention, augmenter la sécurité des soins est un incontournable. Depuis maintenant près de 16 mois, la FIC est toujours en négociation avec le gouvernement. Malgré tout, les membres présents lors de la manifestation étaient loin d'avoir jeté la serviette. On espère passer comme message qu'on mérite des meilleures conditions de travail pour mieux soigner les gens, puis qu'on est tous réunis aujourd'hui pour ça, pour se rassembler puis prendre bien soin de la population québécoise. Il faut des nouvelles façons de gérer, des nouvelles conditions de travail. C'est important. On ne peut pas continuer comme ça. La marche s'est étendue entre le Musée national des beaux-arts et l'Assemblée nationale où certains élus des partis d'opposition ont pris la parole. Du côté du cabinet de Sonia Lebel, on répond que les discussions sont soutenues avec la FIC et qu'il est temps de trouver une piste d'atterrissage à la négociation. Il ajoute que tout est sur la table pour arriver à une entente rapidement. Les séances de négociation intensives vont donc se poursuivre au courant des prochains jours et ce, jusqu'à nouvel ordre. Ici Philippe Lheureux, Radio-Canada, Québec. Le Bloc québécois se prépare déjà en vue des prochaines élections fédérales. Le parti tenait son conseil général à Québec où il compte faire des gains lors du prochain scrutin. Flavie Sauvageau a suivi le conseil. Flavie, le chef Yves-François Blanchet en a profité pour décocher quelques flèches à l'endroit de François Legault, notamment sur l'ampleur du déficit. Oui, il est revenu sur ce déficit de 11 milliards de dollars annoncé par Québec cette semaine. Selon M. Blanchet, Ottawa a une part importante des responsabilités en ce qui concerne l'ampleur de ce déficit. Si le gouvernement fédéral avait été plus attentif aux demandes des provinces en ce qui concerne les transferts en santé, le déficit anticipé à Québec aurait pu être aussi bas que 4 milliards de dollars. Il croit aussi que François Legault aurait dû mettre les coudes sur la table et insister davantage auprès d'Ottawa. Même chose en ce qui concerne l'immigration. Cette semaine, François Legault demandait d'obtenir les pleins pouvoirs en la matière, chose que Justin Trudeau lui a refusé. Or, selon François Blanchet, M. Legault aurait dû et aurait pu se battre davantage. La stratégie n'a pas marché, ni en termes de transfert en santé, ni en termes de récupération de l'argent en immigration, ni en termes de seuil d'immigration, avec comme une des conséquences un déficit de 11 milliards alors qu'il aurait pu être de 4 incluant le Fonds des générations. Et un conseil en mode préélectoral pour le Bloc québécois qui a annoncé un premier candidat dans la circonscription de Québec en vue des prochaines élections fédérales. Il s'agit de Simon Bérubé. Et avec sa candidature, M. Blanchet croit que ses chances de reprendre la circonscription de Québec à Jean-Yves Duclos sont importantes lors des prochaines élections fédérales. Merci Flavie. Merci, au revoir. Une épidémie majeure de rougeole guette le Canada, selon des chercheurs de l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique. Leur dernière projection suggère qu'il y a de forts risques que le pays subisse une épidémie importante. Les chercheurs estiment entre autres que le nombre d'infections pourrait passer de dizaines à des milliers si la maladie frappe des communautés où le taux de vaccination est faible. Des électeurs ont continué à se présenter au bureau de vote en Russie en ce deuxième jour de la présidentielle qui offre peu de suspense, faute de réelle opposition. Au Canada, les citoyens russes sont appelés aux urnes demain.
Élise Allard a préparé ce qui suit. Tout le monde sait quel va être le résultat. Au Canada, l'opposition à Vladimir Poutine s'organise et compte bien faire entendre sa voix. L'activiste Olga Babina de Montréal est cofondatrice de l'Alliance démocratique des Canadiens russes. Je dois amplifier les voix de personnes qui sont en Russie et qui malheureusement ne peuvent pas parler. Lada Iskanderova est venue de Winnipeg pour pouvoir voter à Montréal. Elle espère, par son vote contre Poutine, montrer au monde que ces élections sont illégitimes. Ilya Rakov, qui a immigré en 1997, compte également voter contre le président russe actuel. Même si pour lui, il ne s'agit pas d'une véritable élection, mais plutôt d'un rituel qui permettra à Poutine d'usurper le pouvoir au sein d'une dictature. Des votes qui n'auront que peu de poids dans la balance, estime le professeur adjoint au Collège militaire royal de Saint-Jean, Yann Brault. Si on devait avoir une diaspora russe qui était très majoritairement opposée à Vladimir Poutine avec des chiffres qui seraient embarrassants pour le pouvoir, est-ce qu'on va cette fois-là les maquiller complètement? C'est pas impossible. Les citoyens russes du Canada sont invités à voter dimanche aux consulats généraux de la Fédération de Russie, de Montréal, d'Ottawa et de Toronto. Ici Élise Allard, Radio-Canada, Montréal. Au Proche-Orient, les espoirs d'une trêve dans la bande de Gaza semblent ravivés. Les négociations vont reprendre demain au Qatar. Une nouvelle cargaison d'aide humanitaire est arrivée par bateau et une autre est attendue au cours des prochains jours. Fanny Sanson fait le point. Riz, farine, conserve. Un premier bateau a déchargé 200 tonnes de nourriture sur les plages de la bande de Gaza. C'est une opération symbolique. Le directeur des urgences pour l'ONG Solidarité internationale, Philippe Bonnet, souligne toutefois que cette quantité de denrées est insuffisante pour répondre aux besoins de la population affamée. On parle de 200 tonnes, ça fait 5 camions de 40 tonnes, de 38 tonnes, 5 camions, alors qu'on a des milliers de camions qui attendent à Rafah, on l'a dit, et il faudrait 500 camions par jour. Un autre bateau est attendu depuis Chypre, mais l'ONU, l'Union européenne et les États-Unis insistent. L'acheminement d'aide par les airs et la mer ne remplace pas celle par voie terrestre. Pendant ce temps, les bombardements retentissent encore. Un immeuble a été visé dans des frappes et des victimes se trouvent toujours sous les décombres, déplore cette femme qui implore l'aide internationale. 36 membres d'une même famille ont été tués selon le ministère de la Santé du Hamas. Du côté d'Israël, le chef des services de renseignement a confirmé que les négociations sur une trêve à Gaza doivent reprendre dimanche au Qatar. Elles devraient porter non seulement sur l'aide humanitaire, mais aussi sur le nombre de prisonniers palestiniens qui pourraient être libérés en échange des otages toujours détenus dans l'enclave. Ici Fanny Sanson, Radio-Canada, Montréal. Le constructeur américain Boeing est visé par une nouvelle enquête de l'Agence américaine de l'aviation civile. Hier, un appareil de la compagnie United Airlines a atterri avec un panneau en moins. La pièce manquante a été découverte lors de l'inspection d'après-vol. Voici ce qu'a préparé Gabriel Proulx. Un Boeing 737-800 de la compagnie United Airlines a atterri en Oregon aux États-Unis avec un panneau manquant. Le trou béant dans le fuselage n'a été constaté qu'après l'atterrissage. Aucune alerte n'a été déclenchée durant le trajet. L'incident s'ajoute à une série d'autres qui impliquent aussi la compagnie aérienne Boeing, allant du pépin technique à la perte d'une porte arrachée en plein vol avec un 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines. Mais la crainte, elle, reste bien visible, du moins sur les réseaux sociaux. Si bien que des influenceurs guident désormais les voyageurs qui ne souhaiteraient ne pas s'envoler à bord d'un appareil du fabricant. Selon le directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile, Mehran Ebrahimi, il est vrai que Boeing a été critiqué par le passé en ce qui a trait à la conception de certains de ses appareils. Il est vrai que pour ces deux modèles particuliers, 737 MAX et Streamliner 787, il y a des inquiétudes. Cela dit, d'autres experts en aviation, comme John Gradek, montrent du doigt l'entretien des appareils. Moi, je dirais que 95% des problèmes qu'on a sur les appareils Boeing en fonction sont vraiment des problèmes posés par l'entretien. Une responsabilité qui revient à l'exploitant, soit à la compagnie aérienne. Ici Gabriel Proulx, Radio-Canada, Montréal.
Et en terminant, mentionnons que le Canadien de Montréal vient d'annoncer que l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis devra s'absenter pour une durée indéterminée pour des raisons familiales. Voilà, c'était le Radio-Journal. Au nom de toute l'équipe, bonne soirée.